Bonjour. Bonjour. Alors, je vais lire un texte d'un lien qu'on nous a donné il y a quelque temps. Un texte qui aurait pu être bien, puis d'un coup, ça part en vrille, on ne sait même pas pourquoi. Mais bon, je vais te le lire, hein, d'accord? Ouais. Alors, il s'appelle Le néant des guerres guénoniennes, et c'est par Nicolas Bonal. Si les guerres qui ont opposé les nations européennes au cours des derniers siècles ont été napoléoniennes, on peut dire que les simulacres de guerre qui opposent l'Occident anglo-américain aux pays musulmans depuis une génération sont des guerres guénoniennes. Après les attentats du 11 septembre, les experts des services spéciaux ont, dit-on, entrepris de relire ou de lire René Guénon, théoricien traditionnaliste français mort au Caire en 1951, après avoir tourné le dos à un Occident qu'il jugeait anéanti sur le plan ontologique. Lu en son temps par Drieux, Gide ou Artaud, Guénon a conduit des milliers d'Européens français, pour la plupart, à se convertir à un islam élitiste matiné de soufisme. Je ne savais pas que Gide était devenu musulman. Il y en a beaucoup. Ouais. Oui, il y en a une multitude. Parce que ce qui s'est passé, c'est que quand Guénon est arrivé, et lui, pour lui-même, il a cherché un cadre initiatique. Ouais. Et il n'a rien trouvé en Occident, à part des initiations très partielles, telles que des mouvements comme la franc-maçonnerie, etc. Mais lui voulait s'encadrer dans une tradition avec ce cadre initiatique, quelque chose de vraiment orthodoxe. Alors il a trouvé ça dans l'islam. Il n'a rien trouvé dans le christianisme, parce qu'il n'y avait plus rien. Voilà la raison pour laquelle, à un moment donné, la conversion qui a pu se faire à l'islam de la part de bien des personnages en Occident, elle n'est pas due au fait d'un aspect folklorique ou d'une préférence pour l'islam que pour le christianisme. C'est tout simplement, c'est que dans le christianisme, dans la tradition, ou ce qui en reste, il n'y a plus moyen de trouver un cadre initiatique, ce qui veut dire qu'il n'y a donc plus moyen d'avancer. D'accord. Voilà. Bon, je continue le texte. Guénon a conduit des milliers d'Européens français, pour la plupart, à se convertir à un islam élitiste matiné de soufisme. Bon. Ce mouvement fut essentiellement suscité par son livre Orient et Occident, où il annonçait, dès 1924, le conflit entre le monde traditionnel et le monde moderne, en quoi il voyait la négation même de la civilisation. Convaincu que nous traversions un âge de fer, le fameux Kali Yuga de la tradition hindoue, il appelait de ses vœux une transformation spirituelle de l'Occident par l'avènement d'une élite initiatique et prophétisait de lents conflits préparatoires liés, affirmait-il, à d'importants mouvements migratoires. D'une manière paradoxale, Guénon était un optimiste. Il attribuait à l'islam, il méprisa le bouddhisme et ignora le génie propre du christianisme. Alors là, moi je trouve que c'est de l'extrapolation par contre. Cette petite parenthèse. Ça n'a rien à voir avec Guénon. Voilà. Le pouvoir de ramener vers l'ordre des anciens jours un Occident égaré dans le scientisme, la démocratie et le matérialisme. Cette hypothèse fut d'ailleurs plus tard illustrée drôlement par un roman de Ghislain de Diesbach, Le Grand Mourzouk. Guénon désignait plusieurs ennemis, les Britanniques. « Je hais cette race », disait-il. Il a dit ça? Ça m'étonnerait. Voilà. Les Américains matérialistes et protestants, et bien sûr les Juifs, à qui il reprochait deux traits, leur rôle dans l'avènement de la science moderne, Einstein, Marx, Freud, qu'il imputait au nomadisme déviant des Israélites de l'ère prolétaire, et le sionisme, en quoi il ne voyait qu'une tentative de solidification du nomadisme traditionnel. Ouais. Bon. Oui, c'est intéressant mais c'est un commentaire qui est très orienté, je trouve, hein.
Très partial, oui, très orienté. Par contre, il est vrai que Guénon a donné un coup d'envoi assez important, dans le sens qu'actuellement, on nous propose que ce modernisme à outrance, qui se modifie chaque jour, pour s'enfoncer et s'engluer de plus en plus dans l'ignorance, en quelque sorte, cette ignorance savante, avec la poudre aux yeux, on invente des nouveautés, on fait ci, on fait là. On voit bien que le monde arrive dans un état où finalement il y a de plus en plus de malheureux. Et là, Guénon en avait déjà parlé en son temps, et il avait expliqué où se trouvait la possibilité pour modifier cette trajectoire, c'est-à-dire renouer avec les principes fondamentaux, avec les traditions, dans le sens réel du terme, pas simplement de la religiosité avec des petites prières puis des petites bonnes pensées par-ci par-là. C'est pas ça la tradition, c'est une vie. Actuellement, le monde vit d'une manière intense pour courir après un peu de fric, pour prétendument gagner sa vie, enfin, etc. Dans le monde traditionnel, il y a une course effrénée pour rejoindre le ciel. Voilà. Donc toute action doit être faite en conformité avec cette disposition-là. Oui, on ne peut pas se louper. Si on se loupe, ça ne sert à rien. Ça sert à rien de faire quelque chose. À quoi bon faire un travail quelconque, un travail de constructeur, un travail de dessinateur, si c'est pour systématiquement faire des choses qui vont à l'encontre de ce que l'on doit chercher en tant qu'homme. À quoi ça peut bien servir? À nous enterrer, c'est tout. Donc Guénon, il a bien spécifié tout ça. Il l'a répété en long, en large et en travers. Et il y a quand même quelques personnages qui ont pris la balle au bon, raison pour laquelle il y a eu beaucoup de conversions dans l'islam pour pouvoir toucher ce cadre initiatique qui, lui, permet l'obtention, en quelque sorte, de données qui ne peuvent pas être accessibles sans cadre initiatique. C'est pas possible. C'est pas accessible par le raisonnement, des explications, je sais pas quoi, des écoles. Ça ne sert à rien à ce niveau-là. Ouais. Voilà. Ok. Bon, je continue. C'est cette conception d'islam comme religion de résistance à l'hégémonie judéo-protestante qui, aujourd'hui encore, séduit tant de nationalistes continentaux, traditionnellement antisémites et anglophobes. Oui, mais ça, c'est des considérations de quelqu'un qui n'a pas lu Guénon jusqu'au bout et qui s'en tient à ses propres limitations. En réalité, c'est pas ça. C'est ce que je viens de dire, l'histoire, c'est qu'à un moment donné, on renoue avec sa véritable origine, avec sa véritable raison d'être. Anglophobe, tralala, tralala. On rentre dans du nationalisme, on rentre dans des considérations qui sont les considérations actuelles de l'homme actuel, avec son état d'ignorance de tout ce qui touche. Et puis il y a telle de race, telle tradition. Oui, mais eux, ils ont fait ci, les autres ont fait ça. C'est de la conciergerie de bas étage. Guénon était quand même au-dessus de toutes ces considérations-là, quand même. Oui, c'est la moindre des choses, parce qu'en être là, c'est quand même significatif d'un état où je vois pas très bien comment on fait pour s'en sortir. Quand on en arrive à ça, je ne vois pas d'issue pour faire machine arrière. Bon, alors là, l'auteur de cet article met une citation de Nietzsche qui disait « Seul l'anglais veut le bonheur, et cela suffit à le rendre haïssable. » Non, oui, c'est des métaphores. Nietzsche, c'est pas un exemple non plus. C'est amusant, quoi. Bon, allez, on continue. L'ennemi commun étant la mondialisation moderne, déjà décrite dans ses grandes lignes par Chateaubriand ou Tocqueville, qui l'observe en aristocrate, à la fois scientifique et fataliste. À la fin du règne de la quantité, Guénon, qui se moquait souvent des prophéties catholiques, ça aussi. Je vois pas en quoi il a pu se moquer une seule fois de prophétie. S'il s'agissait de radotage, peut-être, mais de prophétie, Guénon qui peut se moquer de prophétie, je veux dire, c'est une aberration. Voilà. Total. Alors, ce risque cependant à vaticiner. Alors, vaticiner, ça veut dire prophétiser de manière confuse et pompeuse. Alors, tu vois le truc. Hein. Et qui c'est qui aurait été censé faire ça? Ben, Guénon. Ah oui. Alors, attends, où on en est?
Donc, à la fin du règne de la quantité, Guénon, qui se moquait souvent des prophéties catholiques, se risque cependant à vaticiner. Il annonce la fin de ce monde qui, pour lui, n'est qu'illusion. Comme beaucoup de gnostiques depuis Valentin, Guénon ne croyait plus à l'existence de la matière qu'à celle d'un monde objectif soumis à l'observation scientifique. Et pourtant, un demi-siècle plus tard, l'écroulement de la statue creuse du Raïs de Bagdad, la vaporisation du régime des talibans, l'anéantisation de Ben Laden révèlent que c'est ce totalitarisme post-guénonien qui était une illusion. Indifférente à ces vaticinations, comme aux huées des foules européennes ameutées dans la meilleure tradition stalinienne, en manifestation pour la paix, l'Amérique pousse ses chars ou sa propagande bien pensante à un pragmatisme têtu. Au Pentagone, on lit Sun Tzu, pas les soufis. Et que trouve-t-elle devant elle? Pas des héritiers du vieux de la montagne, non, des hordes de collabos mielleux, de pillards barbaresques ou d'enfants conquis par les couleurs des jouets Yankees. C'est qui ces enfants là? Yankees, Yankees c'est américain quoi. Oui, j'ai des jouets, d'accord, c'est qui ça, ces personnages? Alors c'est la propagande bien pensante. Alors l'Amérique pousse ses chars ou sa propagande bien pensante à un pragmatisme têtu. Au Pentagone on lit Sun Tzu, pas les soufis. Et que trouve-t-elle devant elle? Pas des héritiers du vieux de la montagne, non, des hordes de collabos mielleux, des vieillards barbaresques ou d'enfants conquis par des couleurs des jouets Yankees. Ouais. Je comprends pas à quoi ça arrive. Est-ce que ça a à voir avec Guénon? Est-ce que ça a à voir avec son mouvement? C'est-à-dire à ce qu'il a expliqué. Un homme comme Guénon est hors de tout ce genre de circuit. Je comprends pas qu'on puisse le mêler à des choses pareilles. Il nous a expliqué comment ce qu'il fallait faire pour renouer avec son origine, quelles sont les démarches possibles, où et comment, et voilà ce qu'il est venu à exprimer. Et il n'a jamais prétendu être prophète, d'aucune manière. Donc est-ce qu'il veut prophétiser quoi, puisqu'il n'est pas prophète? Ouais. C'est les prophètes qui peuvent prophétiser. Lui, il a bien expliqué qu'il n'en était pas un, en tout cas. Oui. Alors, c'est bien clair et net. Donc je ne vois pas très bien ce que c'est que tout cet imbroglio. Mais c'est facile de prêter des intentions à qui que ce soit, hein, tu vois. C'est facile, peut-être, mais je veux dire où la difficulté est qu'à un moment donné, c'est absurde. Mais oui. Donc c'est facile d'être absurde, ça veut dire. Oui, tout à fait. Alors, je continue. Où est passé Haroun el-Rachid, à qui Byzance payait tribut? Où est Saladin? Où sont les savants, les astronomes, les poètes, les musiciens, les conteurs d'autrefois? Lorsque Timur Lenk, je ne sais pas qui c'est, que nous appellerons Tamerlan, prit la ville en un temps où en France, Bourguignon et Armagnac s'entrégorgeaient, il détruisit, dit-on, l'équivalent de 100 palais de l'Alhambra. Que sont aujourd'hui les trésors de la restauration islamique? Qu'est devenue la ville ronde, ses tapis de soie, ses tentures de brocart et de vaisselle d'or? Des palais de béton meublés de faux Louis XVI, fabriqués à Milan, et de téléviseurs 16/9 branchés sur Arabsat. C'est la victoire de la belle civilisation occidentale. Ben voilà où elle a pu gagner la bataille. C'est-à-dire qu'elle a pillé tout ce que les gens avaient fait de beau. Il n'y a qu'à voir les différents bijoux qui se promènent dans les endroits les plus riches, qui ont été pillés en Inde, qui ont été pillés en Arabie, qui ont été pillés en Afrique, l'or. Ben regarde, le plus gros diamant là qui était sur le troisième œil d'une statue en Inde, là, c'est qui l'a? C'est bien la reine d'Angleterre. Enfin que ça soit elle ou d'autres, ils ont tout pillé. Ouais. Ils ont pillé la nature, ils ont pillé ce que les gens avaient, tout ce que les gens avaient de beau, et ils sont venus imposer le béton, le goudron et toutes les saletés qu'il fallait laisser en terre. Voilà ce qu'ils ont réussi à faire. Alors ils sont tombés dans ces pays-là sur des gens qui avaient des affinités avec ce genre de comédie. Il n'y a qu'à voir les amateurs de pétrole. Mais j'entends, si cette civilisation maudite, qui est la civilisation occidentale, n'était pas intervenue pour tout massacrer, ce qui était beau, et puis pour tout mettre à jour, ce qui était laid, les choses n'en seraient peut-être pas là. À présent, je dis bien, peut-être dans le sens que Dieu seul le sait,
Mais je veux dire, on voit bien qui est fomenteur de toutes ces saletés. Ce n'est pas Haroun al-Rachid ou des personnages qui dirigeaient le monde arabe ou qui pouvaient diriger l'Inde ou la Chine à l'époque florissante qui ont été les fomenteurs de toutes ces saletés. L'auteur de l'article continue en disant un truc totalement paradoxal. Si l'Andalousie n'était pas redevenue espagnole et catholique, elle serait en ruine aujourd'hui. Oui, bon, oui, c'est ça. Je veux dire, il y a un moment donné, c'est bon, quoi. On a compris où il en voulait venir. Ouais. Alors, je continue quand même. Le paradoxe est qu'en dénonçant le monde américain, Hollywood, CNN, Disneyland et les manipulateurs de symboles, chers à Robert Reich, on se retrouve à défendre une illusion. L'Irak était une statue creuse plantée dans le sable des souvenirs imaginaires, un non-État, sans administration, sans armée, sans économie, sans peuple même, une apparence sur laquelle régnaient des statuts sinistres du commandeur des incroyants. Ça, c'est pas mal, le commandeur des incroyants. Oui. Oui, mais enfin, c'est des jeux de mots. Et je veux dire, de toute manière, il est vrai qu'on en est arrivé à une décrépitude aussi bien dans le cadre de l'islam que dans le cadre du christianisme, que dans le cadre dans ce cadre, je veux dire, qui est censé être quelque chose qui a de la valeur. Et on en est arrivé à la décrépitude, on a déjà parlé de ça. Ouais, il faut que j'arrête et que je continue. Attends, excuse-moi, il faut que j'arrête.